Gemini File Search va tuer le RAG. C'est ce que tout le monde répète depuis sa sortie. Et après avoir épluché toute la doc entièrement, j'ai découvert 5 aspects critiques que personne ne dit. Et certains vont te planter ton projet si tu fonces tête baissée. Je suis Jonas Roman, 8 ans de projet tech et IA avec 93% d'adoption. Et aujourd'hui, je vais te montrer si Gemini File Search tient ses promesses ou pas. Alors, est-ce que si on est sérieux, c'est réellement la fin du RAG ou pas? Donc on va déjà commencer par voir qu'est-ce que c'est Gemini File Search. Donc si on devait donner un nom à cette nouveauté, on pourrait dire en fait que Google vient de sortir un RAG as a service. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qu'on doit gérer habituellement quand on fait du RAG, là on n'aura rien à faire si ce n'est poser ces documents et ensuite utiliser l'API pour répondre à ces questions-là. Donc Gemini File Search est accessible à travers l'API de Google Gemini. Et voilà à peu près le fonctionnement. Donc quand on fait du RAG, on a 2 étapes. La première étape, c'est comment on va traiter tous les documents qu'on va lui donner, de manière à ce qu'elles soient accessibles par l'IA pour nous donner des réponses dessus. Et enfin, on a tout ce qui se passe pendant la question de l'utilisateur. Donc comment on gère cette requête, comment on va retrouver les bonnes informations pour apporter une réponse à partir de ces documents-là. Donc pour ceux pour qui le RAG est une nouveauté, c'est le principe qui permet à un LLM d'utiliser exclusivement vos données plutôt que ses données d'entraînement, pour simplifier. Si jamais c'est des concepts qui vous intéressent, je vous mets le lien dans la carte juste ici. N'hésitez pas à regarder les fondamentaux avant de poursuivre ici. Donc quand on arrive sur la partie ingestion, c'est là où on va prendre par exemple nos documents, qu'on va les couper en petits morceaux, donc on appelle des chunks, qui vont eux subir une vectorisation, c'est-à-dire qu'on va transformer cette partie texte en vecteurs pour les stocker dans une base de données vectorielle, donc il y aura des coordonnées géographiques en fonction du sens des mots ou de la valeur de ces mots-là. Donc là, pareil, je simplifie aussi, mais disons que c'est tout le processus qu'on appelle d'indexation ou indexing process qui va nous permettre de passer de documents bruts ou de data brute à de la donnée qui est accessible et vectorisée pour un LLM. Et donc cette étape, c'est ce qu'on appelle tout ce qui se passe in write time, donc pendant le moment de l'écriture. Donc le moment de la conversion et du stockage de cette donnée-là. Ensuite, on a tout ce qui se passe pendant la question utilisateur. Donc là, on va poser notre question. Ça va passer dans l'API de Google Gemini. On va avoir une première classification pour savoir est-ce que la question nécessite de la donnée spécifique ou pas. En fonction, il peut déjà donner une réponse. Si c'est le cas, il va reformuler la question utilisateur pour qu'elle soit plus précise, plus pertinente pour aller trouver un match dans cette base de connaissances. C'est pour ça que la question va également subir un embedding, donc pour être aussi représentée en vecteur, pour aller trouver ce qui correspond le plus en base de connaissances. Donc ici, reformuler la question, c'est aussi une stratégie que j'utilise beaucoup. Soit c'est query transformation ou query expansion. Et ça, ils le font en fait directement à l'intérieur. Une fois que la query elle a subi son embedding, on va chercher les bonnes infos dans la base de connaissances et c'est renvoyé au modèle qui formulera la réponse. Le modèle qui formulera la réponse va aussi récupérer la question utilisateur initiale pour savoir parmi les éléments de contexte qu'est-ce qu'il doit utiliser pour donner la réponse finale. Si jamais il n'a pas récupéré les bons éléments de contexte, le modèle peut définir qu'il a besoin de faire plus de recherche et de refaire une boucle avec potentiellement une reformulation différente de la question utilisateur afin d'avoir de meilleurs matchs. Donc tout ce qui se passe là pendant la question utilisateur, c'est ce qu'on appelle in query time. Et enfin, il y a une étape ici qui n'est pas du tout gérée et qui va nous poser problème, on va le voir après, c'est toute la partie du traitement de la data ou de ce qu'on pourrait appeler de data prep. Là, ce qu'on veut éviter, c'est le fameux garbage in, garbage out. Le système au milieu, il peut être aussi bien qu'on veut. Si la data en entrée, elle est pourrie, les réponses, elles seront pourries également. Donc, il y a une étape de travail à faire ici, mais qui n'est pas prévue dans ce workflow-là. Donc, pour illustrer la différence qu'on aurait avec d'autres systèmes actuels qu'on connaît ou qui fonctionnent bien, par exemple, si on allait sur N8N pour commencer, là, on a les 2 éléments. Donc ici, que vous connaissez certainement, on a notre agent IA RAG. Donc là, on va récupérer les questions. Lui, il va avoir une mémoire, un LLM et une base de données vectorielle. Et en fonction de la question utilisateur, il va déclencher un appel à la base de données vectorielle pour récupérer le bon contexte. Mais la question, c'est comment on lui donne les bonnes informations dans cette base de données vectorielle. Pour ça, on a ce qu'on appelle des pipelines d'ingestion de données qui est représenté ici, par exemple. Là, il y a plein de stratégies qui existent différentes et ça va vraiment dépendre du cas d'usage et du type de données que vous avez pour choisir la bonne. Il y en a des plus ou moins complexes, plus ou moins faciles. Là, on a l'exemple ici avec une stratégie de contextual embedding.
donc qui est issu d'un papier d'Anthropic, qui permet de prendre des documents, qui va permettre de venir regarder s'il y a des doublons ou pas pour éviter de mettre plusieurs fois le même document, extraire le texte, créer les chunks, ensuite générer une petite phrase de contexte par chunk pour avoir quelle est l'information qu'on a dans ce petit morceau de texte par rapport au contexte général du document, et ensuite ça va venir le stocker dans notre base de données vectorielle, et tout ça est censé dans les bons cas venir améliorer la récupération. Donc on voit que c'est quand même pas mal de boulot, c'est pas mal manuel, on a même des notes de code ici, donc forcément un petit peu moins accessible, mais le gros avantage c'est qu'on va avoir beaucoup plus de contrôle. Donc maintenant on va voir un autre exemple. On va aller dans un autre outil que j'aime beaucoup, donc dans lequel j'ai fait une vidéo récemment, donc qui s'appelle Vector Shift. Donc quand on va vouloir venir faire dans l'étape 1 l'ingestion de la donnée, ici si je crée, alors on va aller plutôt dans les knowledge base, si je crée une nouvelle base de connaissances, ici je vais lui donner un nom, on va voir qu'on a accès à certains paramètres qui sont assez basiques, donc la taille du morceau de texte en token qu'on va vouloir, l'overlap, donc ça je vous montre ce que c'est, même si je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais admettons vous avez un très gros PDF. Là, ici on a un PDF de 258 pages. On a du texte, on va avoir des tableaux, des schémas, on va avoir quand même pas mal de données différentes. Et selon le cas d'usage qu'on adresse, on n'aura pas besoin de tout le document. Peut-être qu'on a besoin que 20% des informations du document. Donc ce qu'on veut, c'est éviter de mettre trop de bruit ou trop de données qui n'a aucun intérêt pour ce qu'on veut faire avec, pour éviter de surcharger en fait le LLM avec des informations qui n'ont aucun sens. Donc là, on va prendre l'exemple de l'ingestion de données, donc avec un chunking simple par exemple. Ici, on va dire on a ce paragraphe et nous, il nous faudrait un petit peu toutes les informations du paragraphe pour que ce soit pertinent. Et on voit que d'un paragraphe ou d'une chose à l'autre, on n'a pas forcément la même taille de paragraphe. Quand on fait un chunking naïf, qu'on appelle, donc je vais prendre un exemple. Ici, on va dire qu'on coupe à 300 caractères, donc ça va couper de manière bête et méchant ici à ici, et ça va être le chunk numéro 1 par exemple. Voilà. Et donc ensuite, ça va continuer et ça va faire pareil pour le chunk numéro 2, ici, voilà, avec le reste des informations pour la même taille. Le problème, c'est qu'ici, il va nous manquer pas mal d'informations, puisqu'on coupe en plein milieu. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire pour compenser, c'est rajouter ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir récupérer un petit peu de texte en plus avant le chunk et après le chunk, au cas où on ait un peu d'informations manquantes. Donc ça peut être suffisant dans les cas les plus simples, mais on va voir que c'est assez vite limité. Donc par exemple, si on l'illustre ici dans une autre solution qui s'appelle Vector Shift, ici on crée une nouvelle base de connaissances, on va lui mettre un nom, on va lui donner un nom, on va faire la fonctionnalité avancée, et ici on voit déjà qu'on a accès à pas mal de paramètres. Donc on peut choisir les modèles d'embedding, donc pour transformer le texte en vecteur. On peut choisir de faire son embedding avec les mots-clés, donc moteur, il y aura moteur, bougie, il y aura bougie. Et on a aussi la possibilité de le faire en hybride, c'est-à-dire qu'on va le faire par mots-clés, mais aussi par sémantique, donc par le sens du contexte et par le sens de la question utilisateur. Ici, on va pouvoir choisir notre fameux chunk size qu'on avait vu juste avant, l'overlap si en fonction de notre documentation on en a besoin, et la façon dont on va couper. Est-ce qu'on coupe de manière bête et méchant ? Est-ce qu'on coupe en markdown, c'est-à-dire qu'on attend le prochain titre par exemple ou la fin du paragraphe? Voilà, là aussi il y a plein de stratégies de chunking, donc de fait de couper le texte. Il y en a plein des différentes et des plus ou moins avancées. Ici on va également pouvoir choisir la façon dont on veut extraire la data. Est-ce qu'on le fait qu'au niveau du texte? Est-ce qu'on va le faire avec OCR pour récupérer les schémas, les images, etc. Et donc là on voit déjà qu'on a accès à pas mal de contrôles. On va également pouvoir rajouter de la métadonnée, donc pour chaque document. On va peut-être vouloir lui dire quel est le nom du document, quel est l'équipement couvert par le document, etc., etc. Et donc rajouter quelques informations de contexte pour pouvoir venir filtrer ensuite simplement les informations de la base qui nous intéressent. Donc à la différence avec Google Gemini, sur Gemini File Search, tout ça, on va rien avoir besoin de faire. Il va tout faire à l'intérieur automatiquement, directement. Donc bien évidemment, ça offre des avantages et des inconvénients. Les gros avantages, c'est que bien évidemment, il n'y a aucune infrastructure à déployer. Donc tout est déployé côté Gemini. Le deuxième avantage, c'est que c'est vraiment pas cher. Déjà, le stockage est gratuit, mais également les coûts d'embedding sont très faibles. Et enfin, l'avantage numéro 3, de manière native, ça prend le multiformat. Donc on peut avoir autant des textes, des images, des tableaux, etc. puisqu'il y a un OCR natif dans l'infrastructure de Gemini File Search. Alors ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, par contre, et les problèmes, c'est qu'on va toujours avoir besoin d'un data pipeline pour éviter le fait de lui donner de la mauvaise donnée, puisqu'on aura sinon des mauvaises réponses et beaucoup d'hallucinations. Et en fait, la complexité qu'on veut gagner ici
en n'ayant rien à gérer, on va de toute façon avoir des data pipelines à créer pour nettoyer notre donnée et la préparer avant ingestion. Le deuxième problème, c'est que c'est très bien en fait pour des cas d'usage très simples, par exemple une FAQ avec 2 PDF. Par contre, on n'a accès à aucun paramètre, donc on ne pourra pas faire les cas les plus avancés, les cas les plus critiques où il faut beaucoup de précision. Pourquoi ? Parce que aussi un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a que le chunking très basique et soit ça marche, soit ça marche pas, et là il faut croiser les doigts. C'est également très compliqué de venir rajouter de la metadata. Il y a des petites astuces, des petits trucs qu'on peut faire dans l'API, mais c'est quand même assez compliqué, quoi. Et enfin, là, on a un enfermement propriétaire qui est évident, puisque là, c'est une boîte noire, quoi. C'est-à-dire, on envoie nos documents où on pose nos questions, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est également tout stocké chez Google, donc selon la data qu'on va utiliser, c'est pas génial non plus. Et donc là, on n'a aucun contrôle, aucune observabilité. Donc c'est très bien pour prototyper ou pour des cas très simples et ça réduit la barrière à l'entrée puisque tout le monde peut l'utiliser. En revanche, ça va monter beaucoup de limites et beaucoup de problèmes pour des cas un peu plus sérieux et un peu plus précis. Donc, si je devais utiliser une petite grille de décision sur quand utiliser un RAG custom ou file search, si c'est pour faire un test rapide, file search c'est très bien. Si on veut le tester à moindre coût, ça va être aussi une très bonne option, puisqu'on a quand même beaucoup moins de travail, beaucoup moins de choses à déployer avant de pouvoir le tester. Par contre, si on veut vraiment une bonne précision et que c'est très important pour le cas d'usage, alors ça marchera pas, sauf si vous avez un PDF. Dans ces cas-là, bien évidemment qu'il va nous falloir des stratégies un peu plus avancées à mettre en place. Si on veut aussi un contrôle sur tous les paramètres, également, il vaudra mieux qu'on passe par des RAG plus custom, que ce soit pour la souveraineté de la donnée ou pour garder la confidentialité de la donnée. Là aussi, on va plutôt partir sur des formats plus custom. Et enfin, si on veut passer à l'échelle avec une très grosse volumétrie de documents, là aussi, on aura besoin de partir sur du RAG custom pour notamment certains concepts qu'on appelle la similarité sémantique. Là, il n'y a rien de mis en place pour pouvoir le gérer. Donc, quand c'est que file search, ça fait du sens, c'est très bien pour faire un POC très rapide, valider un use case très rapide. Ça va être très bien aussi pour des petits use cases sur des petites boîtes. Donc ça va être des FAQ, un chatbot sur un site e-commerce, des bases de connaissances internes assez simples. Je ne serais pas surpris qu'on voit apparaître dans les prochains jours, dans les vidéos de Gourou, un agent IA RAG qui, au lieu d'avoir ici une base de données vectorielle Supabase ou Pinecone, on ait un nouveau tool qui serait le tool File Search. Ça m'étonnerait pas qu'on voit ça en disant que le RAG c'est devenu super simple. Alors oui, pour prototyper, ça fera le taf. Par contre, pour les raisons que vous avez vues juste avant, ça va être très limité. Quand c'est qu'on va pas l'utiliser, des projets où on a un gros besoin de conformité et de précision, donc tous les use cases dans le légal, la finance, la santé, tout ça, bien évidemment, on va éviter pour plein de raisons différentes. Quand on va avoir besoin de venir optimiser, que ce soit la précision, les coûts ou la latence, et enfin, pour tous les cas les plus complexes ou les plus avancés, là, bien évidemment, on n'utilisera pas Gemini File Search. S'il y avait un insight à récupérer de cette vidéo et de Gemini File Search, c'est que non, ça n'a pas tué le RAG et ça ne va pas le tuer demain. Par contre, ça a vraiment fait baisser la barrière à l'entrée, puisque il n'y a quasiment plus rien de technique à s'occuper pour déployer un RAG dans ce cas précis. Et donc du coup, on va pouvoir ouvrir l'usage à beaucoup plus de personnes sur beaucoup plus de cas. Maintenant, tu sais exactement où Gemini File Search va briller et où il va se planter. Si tu construis un RAG pour aller en production, tu vas te confronter à ces 5 pièges. Et là, tu vas devoir de toute façon migrer vers du custom. Dans ma prochaine vidéo, je te montre un outil que j'ai gardé secret pendant 2 ans, qui permet aussi bien de prototyper rapidement des très bons RAG, voire mettre des RAG en production. Tout ça en no-code et toutes les bonnes pratiques pour bien utiliser cet outil. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant et on se retrouve là-bas.